Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. La conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques vient de se tenir à Beijing. Une occasion d'apprécier la diversité des civilisations et un moment idéal pour échanger des idées. Aujourd'hui, nous allons discuter de cet événement avec notre invité. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau professeur Dong Qiang. Bonjour. Vous êtes doyen du département de français à l'Université de Pékin et membre correspondant de l'Institut de France. Bienvenue sur notre plateau. Vous avez consacré votre vie aux échanges interculturels. Alors, pouvez-vous nous expliquer d'abord les origines de cette conférence? Pourquoi organiser cet événement et pourquoi est-elle organisée maintenant? Moi, je crois que cela remonte à la visite du président Xi en France, sa première visite d'État. Ça doit être en 2014, au mois de mars. Il a fait une célèbre conférence à l'UNESCO où il a fait le louange de la diversité des civilisations et lancé l'idée de renforcer les échanges entre les diverses civilisations et surtout aussi après, petit à petit, s'est développée cette notion très importante d'ailleurs de la communauté commune du destin humain, la communauté commune du destin de l'humanité. Et quelque chose qui est vraiment assez nouveau, qui n'a jamais été en fait formulé. Et je pense que c'est dans cette continuité que cette conférence sur l'Asie a été lancée. Mais d'abord, puisque cette conférence est sur les dialogues culturels entre d'Asie en fait, quelles sont selon vous les spécificités des cultures asiatiques? Est-ce qu'il y a des points communs? L'Asie, ça représente quand même la plus grande population dans tous les continents et c'est aussi la plus grande superficie. Et les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, nous, les Chinois, dans notre éducation, on est plus conscient, par exemple, de nos voisins, de l'existence de nos voisins, du Japon, de la Corée, du Vietnam, etc., de l'Inde, mais on est beaucoup moins conscient de la vraie superficie, du vrai espace de l'Asie. Parce qu'en fait, quand vous regardez de près une carte, un plan du monde, eh bien, vous apercevez que l'Asie a une étendue mais incroyable. Peu de gens se rendent compte, par exemple, qu'il y a aussi la Perse, il y a aussi la Turquie, etc. Pour nous, c'est très loin. Et d'ailleurs, le mot Asie, ça vient d'ailleurs de l'ancien grec et qui veut dire en fait à l'Orient où le soleil se lève. Donc c'est un immense espace. D'ailleurs, si vous regardez les livres français, on parle de l'Asie plutôt avec la notion de l'Orient. Donc il y a Proche-Orient, Moyen-Orient et Extrême-Orient. Donc quand c'est vu de l'Europe. Mais nous, on se situe plutôt donc à l'Asie de l'Est. Et c'est pour ça que quand on regarde de l'autre côté, on a tendance, par exemple, à oublier un petit peu, par exemple, ce qu'on appelle le Proche-Orient. On oublie le fait que ça fait partie de l'Asie. Et donc, en plus, ce qui est aussi très compliqué, c'est la Russie, par exemple. La Russie, traditionnellement, et aussi étant donné que Moscou est en Europe, est considéré comme un pays européen, presque, de l'Europe. On ne le considère pas comme un pays de l'Asie. Mais en même temps, toute la Sibérie, c'est en Asie. Et d'ailleurs, on parle de l'Asie du Nord, en parlant de cette région-là. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses à clarifier. Et je pense que c'est nécessaire, effectivement, de faire quelque chose autour de l'idée de l'Asie. C'est vrai que, comme vous avez mentionné, en fait, l'Asie regroupe des pays avec des civilisations aussi très diverses. Et dans le discours que vous avez mentionné, en fait, le président a
insister sur une pensée chinoise très importante, c'est He er bu tong. En français, c'est l'harmonie dans la diversité. Donc, que pensez-vous de cette vision-là et comment cela va être appliqué quand on parle de dialogue entre les civilisations asiatiques? En fait, He er bu tong, cette expression est apparue pour la première fois dans les entretiens de Confucius. Et moi, je suis traducteur de Confucius en français, donc je connais très bien cette source. Confucius disait à peu près que les Junzi, que les hommes distingués, He er bu tong, c'est-à-dire ils peuvent entrer dans une harmonie tout en maintenant une différence individuelle de chacun. Alors que Xiaoren, tong er bu he, c'est-à-dire les gens peu distingués, ou les gens plutôt même un peu de mauvais côté, ce sont des gens qui sont tous les mêmes, mais sans pouvoir entrer dans une harmonie. Il y a aussi un autre historien, grand historien chinois, qui a écrit Zuo Zhuan. Dans Zuo Zhuan, il y a aussi une phrase similaire comme He er bu tong. Et là, c'est encore plus intéressant parce que l'historien, le philosophe, a utilisé ça avec une métaphore de cuisine. C'est-à-dire qu'on utilise des éléments différents pour arriver à faire un plat harmonieux à la fin, un plat au bon goût. Et donc là, je pense que cela convient assez bien à l'Asie, parce que l'Asie, c'est très varié, c'est très connu, mais aussi l'Asie est connue pour sa gastronomie. Justement, il y aura cette fête de... Il y a une fête de gastronomie, et puis la gastronomie chinoise, évidemment, mais la gastronomie japonaise, la gastronomie de l'Asie du Sud-Est, etc. Tout ça, c'est très connu. Et là aussi, il y a une chose qui est à ajouter, c'est que, par exemple, pour Lévi-Strauss, il distingue des civilisations par la notion culinaire cuite ou crue. Par exemple, dans certaines civilisations, les cuisines sont très cuites. Par exemple, la civilisation chinoise, on mange que des choses cuites. Vraiment, il faut que ça soit bouilli, sauté, etc. Et il y a des civilisations qui aiment bien manger des choses crues. Donc il y a le cru et le cuit, qui sont deux notions très importantes pour Lévi-Strauss. Et par exemple, le Japon, eh bien, qui est notre voisin, eh bien, est basé pour une cuisine plutôt qui est basée sur le cru, le sushi, etc. Vous voyez? Mais vous vous rendez compte de la diversité, de la variété, de la différence de civilisation par cela, parce que deux pays voisins, si proches, rien que pour l'habitude culinaire, eh bien, est fondamentalement presque opposée. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, nous pouvons aussi accepter la cuisine crue, et les Japonais, évidemment, ils acceptent aussi la cuisine très cuite. Donc là, ça montre aussi une capacité des pays asiatiques d'accepter l'autre, de justement, comme vous dites, de s'inclure ou d'avoir une réception de l'autre. Donc voilà, donc ça c'est une très très bonne notion, parce que l'idée qu'on maintient une différence individuelle, qu'on est différent, chacun l'un à l'autre, mais qu'ensemble, on peut participer à quelque chose de plus grand, de plus harmonieux, dans une grande harmonie. Ça, c'est une idée très confucienne, très chinoise, et je pense aussi convient assez à notre époque. Et aussi, en fait, le président a avancé dans le même discours trois principes dans la communication interculturelle. Il a dit que les civilisations sont diverses, les civilisations doivent être égales et enfin elles doivent être inclusives. Donc, que pensez-vous de ces principes? Quels sont selon vous les points à faire attention quand on rencontre des cas des échanges interculturels? Oui, ça c'est en fait ces trois caractéristiques effectivement conviennent bien à l'actualité ou à la réalité des choses. C'est-à-dire la civilisation humaine est tellement variée, donc c'est multicolore, hein, avec une diversité incroyable qui donne sa richesse. Hein. Et en même temps, il ne faut pas penser qu'il y a une civilisation plus dominante que l'autre.
que c'est pour ça qu'il faut être égalitaire. Il faut respecter les civilisations qui sont même un peu minoritaires ou qui n'ont pas, disons, joué un rôle très très important dans, disons, l'évolution de l'humanité. Et puis, effectivement, il faut que chaque civilisation reste réceptive. Vous avez utilisé le mot inclusif, c'est dans l'idée qu'on doit accepter les autres, que chaque civilisation ne reste pas comme ça fermée sur elle-même. Il faut avoir l'idée que l'une est dans l'autre, l'autre est dans l'une. Hein. Donc il y a quelque chose d'interactif. Hein. Donc en fait, moi je pense que, puisqu'on parle en français et qu'on s'adresse à un monde francophone, je crois que les francophones, les Français sont très habitués à ça. Au XXe siècle, les plus grands intellectuels ont tous développé cette idée-là. Il suffit de mentionner des gens comme Lévi-Strauss, par exemple, hein, qui est allé jusqu'au Brésil pour étudier la civilisation presque primitive et pour montrer qu'entre, par exemple, une société soi-disant primitive, entre une tribu et une société très développée, en fait, il n'y a pas vraiment d'hiérarchie au sens de civilisation. Donc là, cette idée que toutes les civilisations se valent, il y a une équivalence, que l'une n'est pas supérieure à l'autre, il faut respecter, etc. Ça, c'est quelque chose de très très bien développé au XXe siècle, mais qu'on a tendance maintenant un petit peu à oublier. Hein. Donc l'idée de relancer ça, de renforcer cette idée à la fois d'échange et de respect de chaque civilisation existante, moi je pense que c'est une manière évidemment aussi de défendre une certaine valeur humaine. En fait, vous avez parlé des échanges, même si vous avez mentionné que l'Asie est très grand, aussi il a une très grande superficie, mais on voit déjà, par exemple, sur l'ancienne route de la soie, il y a déjà des échanges réels entre ces civilisations. Pouvez-vous nous présenter davantage cet aspect des échanges qui existent déjà dans les temps anciens? Oui, parce que en fait, l'Asie, c'est vraiment, c'est très grand et c'est très complexe. Quand on pense à l'Asie, on pense en fait déjà à plusieurs civilisations possibles, à plusieurs religions, par exemple. Hein. Au cours de l'histoire, eh bien, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'échanges. On sait très bien, par exemple, que toutes ces histoires, même par exemple le grand classique chinois Pèlerinage vers l'Ouest, raconte l'histoire du moine Xuanzang qui va en Inde pour chercher des sutras bouddhistes pour ramener en Chine, et le bouddhisme a beaucoup influencé l'évolution de la Chine. Et puis surtout, ce qui est très, très intéressant, c'est que l'Asie, c'est comme un continent, c'est lié avec l'Europe. On parle de continent eurasien. Et là, cette fameuse route de la soie, eh bien, peut relier tout le continent et même jusqu'à l'Afrique. Donc c'est vraiment ces trois continents ensemble qui sont en perpétuel échange. Alors, vous savez bien que cette notion de la route de la soie est née à la fin du XIXe siècle par von Richthofen. Hein. C'est quelqu'un qui a été en Chine et qui, vers 1877, a lancé cette idée de route de la soie. Et au début, en fait, ça n'a pas eu beaucoup d'écho, mais après, au XXe siècle, à partir des années 30 du XXe siècle, il y a le Suédois qui est Röwenstein qui a fait Sven Heting qui a fait un livre sur l'histoire de route de la soie, les aventuriers qui sont allés jusqu'à Tung Huang, etc. Eh bien, là, cette notion de route de la soie est relancée et qui a été très répandue, acceptée par les spécialistes et presque par le grand public. Hein. Donc voilà, donc il y a cette route de la soie continentale, mais aussi il y a une route de la soie maritime. Donc cette route de la soie maritime aussi, si on peut dire, longe hein, le continent asiatique. Donc voilà, donc si on regarde l'histoire, eh bien les échanges sont d'une grande richesse. Et quand on par exemple pense jusqu'à Alexandre le Grand,
qui est allé jusqu'à presque au Pakistan actuel, c'est-à-dire ce lien entre l'Europe et l'Asie. Hein. Et quand on va par exemple au Pakistan, à Peshawar, vous allez voir des statues extrêmement intéressantes, hein, des statues qui ont donné toutes les statues chinoises après, mais à Peshawar, on voit ce style tout à fait particulier où il y a un mélange de l'Europe et de l'Asie. À l'image de Bouddha, de Bodhisattva, vous avez un profil presque grec, hein, plus qu'un corps asiatique. Vous voyez? Et là, ça symbolise vraiment la rencontre de l'Europe et de l'Asie. Donc il y a plein d'histoires comme ça. Donc moi, je pense que l'idée effectivement de faire une conférence sur l'Asie peut vraiment nous aider à mieux connaître l'Asie. Nous sommes tous des Asiatiques, mais on a vraiment très peu de conscience de ce que c'est l'Asie. C'est un peu différent quand même des Européens, parce que les Européens, même avant l'Union européenne, avaient quand même un certain sens de l'Europe. Hein. Et nous, on est très peu conscients de ça. Il n'y a pas une identité asiatique. Je ne pense pas, parce que surtout que quand on pense que même l'idée de l'Asie vient de l'Europe, c'est-à-dire cette notion, ce mot, l'étymologie vient de l'Europe. C'est pour dire combien nous sommes presque dépendants dans cette compréhension de l'Asie. Hein. Donc là, il faut effectivement développer éventuellement une propre vision à nous, hein, sur le continent sur lequel on vit. Hein. Moi, je pense que c'est absolument nécessaire et intéressant. Mais pensez-vous il y a des valeurs communes qui sont partagées entre les pays asiatiques? Alors, les valeurs communes, moi, je pense qu'il y en a sûrement pas, il y en a sûrement, hein, mais en même temps, c'est tellement varié. Oui. Il y en a sûrement, mais c'est tellement varié. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est plus facile, par exemple, de dire qu'il y a certaines valeurs communes dans l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est, hein, et plus valeurs communes, par exemple, autour de l'Inde, hein, et puis plus valeurs communes autour de Proche-Orient. Hein. C'est vraiment difficile qu'il y a, dans cet ensemble, il y a une valeur commune. Mais en même temps, évidemment, il y a ce qu'on peut appeler des clichés, des images plus ou moins stéréotypées sur un Asiatique, sur ce qu'est un Asiatique. Et il y a d'ailleurs beaucoup aujourd'hui ça se développe beaucoup, par exemple beaucoup d'hommes politiques, d'entrepreneurs développent une valeur asiatique. Par exemple, lorsqu'il y a des entrepreneurs qui développent leur société, la manière de gérer l'entreprise, hein, la manière disons, faire travailler, eh bien, ils vont essayer de trouver quelque chose pour montrer qu'il y a une valeur asiatique, que la société doit fonctionner différemment que comme une société européenne, etc. C'est plutôt une valeur de l'Asie de l'Est, n'est-ce pas? Cette valeur voilà, mais en Inde, il y a aussi, par exemple, ils développent aussi leur propre culture industrielle ou d'entrepreneurs. Voilà, donc, et surtout, comme les hommes politiques, par exemple, Lee Kuan Yew, qui était Premier ministre de Singapour, a beaucoup développé, par exemple, l'idée qu'il existe une valeur commune de l'Asie, surtout l'Asie de l'Est, et aussi liée avec le confucianisme, etc. Voilà, donc moi je pense que si on s'approche un petit peu dans certaines régions de l'Asie, il y a sûrement des valeurs communes, surtout l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud-Est, la partie indienne, et puis l'Asie centrale, et puis le Proche-Orient. Mais aujourd'hui, voilà, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si on s'élève et atteindre un niveau plus global de l'Asie, je pense qu'il y a des choses à exploiter, hein, sûrement, et ça peut nous éclairer. Je pense que c'est aussi un des objectifs, je pense, de cette conférence, c'est de voir un peu qu'est-ce qui va se passer. De mieux nous connaître, c'est ça. Oui. Donc, selon vous, les influences, en fait, de ces échanges culturels que vous avez mentionnés, par exemple, entre les religions, entre les civilisations, ils ont une influence un peu inconsciente sur le développement de chaque nation, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte, mais en fait, ce genre d'influence, ça existe.
Évidemment, évidemment. Par exemple, le monde arabe a développé même ce qu'on appelle le chiffre arabe, hein, qui a été très utilisé après, largement utilisé dans le monde. Et puis, le bouddhisme, encore une fois, à partir, on peut dire qu'à partir de dynastie Tang, et surtout à partir de dynastie Song, la Chine se développe vraiment beaucoup avec l'influence du bouddhisme, même si c'est sous une forme un peu différente, très particulière, à la fois le bouddhisme grand véhicule, mais en même temps le bouddhisme zen que la Chine a développé, etc. Mais ça, c'est ancré dans notre civilisation. Hein. Et puis, moi, je pense que évidemment, l'Asie a beaucoup apporté au monde. Et puis, entre les différents pays, par exemple, la Chine a tellement influencé le Japon, la Corée, hein, et puis lorsque, à l'époque des Mandchous, par exemple, il y a aussi beaucoup d'échanges entre la Mongolie, les Mandchous, le Tibet, etc. Donc tout ça, c'est effectivement à chaque période historique, il y a, je dirais, rapproché, hein, avec des influences plus ou moins profondes, et effectivement cet échange entre l'Ouest et l'Est. En fait, on voit que les participants de cette conférence ne sont pas que les Asiatiques, mais on voit qu'il y a beaucoup de participants qui viennent du monde entier, par exemple de la France aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui regroupe un peu le niveau mondial. Samuel Huntington a écrit un livre qui s'appelle Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. En fait, il prévoit que les heures entre les cultures constitueraient la plus grande menace pour la paix mondiale. En fait, il a écrit son livre après la guerre froide. Donc, que pensez-vous de ce point de vue? Oui, ça c'est un très vaste sujet. Et Huntington, évidemment, il est très souvent cité, surtout depuis le fameux 11 septembre aux États-Unis. Et les gens commencent à se rendre compte que finalement, peut-être, ce n'est pas simplement des idéologies politiques, mais plutôt les civilisations, les différences de civilisations qui vont créer des conflits. Hein. Donc, évidemment, on peut dire qu'il a été plus ou moins prévoyant quand on voit le monde actuel, quand on voit qu'il y a tant de conflits qui sont suscités, qui sont dus disons, aux différences culturelles. Mais moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas trop insister là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est en train de créer quelque chose de redoutable, et moi, je trouve d'ailleurs très dangereux. C'est-à-dire que les gens simplifient trop les choses. Ils vont mettre les étiquettes en disant lorsqu'il y a un conflit, tout de suite ils vont dire que ça c'est un conflit de civilisation, ça c'est parce que ça c'est l'islam, ça c'est ceci, cela. Et ça c'est très dangereux parce que vous savez, les civilisations se développent, ça existe depuis tellement longtemps, hein, et nous devons accepter cela. Nous vivons dans un monde où les religions, tout ça, ce sont des réalités. Il faut faire face à ces réalités. Hein. Il faut admettre que les gens sont différents. Donc, moi, je pense que si, pour une conférence de l'Asie, il y a tellement de monde qui vient du monde entier, ça prouve justement que ça intéresse pas seulement les Asiatiques et que c'est un sujet général. Hein. Mais aujourd'hui, l'Asie, évidemment, est aussi économique. C'est une puissance, donc c'est aussi politique. Voilà. Donc, moi, je pense que si tellement de gens s'intéressent à cette conférence, c'est que tout le monde sait, ça c'est évident, que c'est lié avec ceinture et route, hein, que c'est une nécessité de mieux comprendre, hein, si vous voulez, cette route de la soie, cette ancienne route de la soie, comment ça va se passer aujourd'hui, hein, puisque ça traverse toutes ces civilisations, et notamment les civilisations asiatiques. Donc c'est vraiment nécessaire de mieux connaître, tout simplement. Hein, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la culture, de la civilisation, il y a toujours un côté économique, politique derrière. Voilà. Mais en même temps, il faut équilibrer, il faut... voilà. Donc, l'Asie, c'est tellement immense, c'est tellement varié. Il y a une différence
de civilisation, mais il y a aussi différences économiques. Il y a des régions très pauvres, il y a déjà des régions beaucoup plus développées. Donc, comment harmoniser ça au-delà de différences de culture ou de civilisation? Ça, c'est aussi un problème. Donc ça, c'est un vrai sujet. Hein. Ça, c'est un défi. Hein. Et ça, c'est un grand défi, d'ailleurs. Hein. Tout le monde fait face à ce genre de défi. Et aujourd'hui, il se trouve que l'Asie doit faire face à ce défi. La Chine doit faire... Parce que la Chine... Bon, quel est le rôle, justement, de la Chine? Voilà, c'est quand même le grand pays hein, de l'Asie, hein, donc avec l'Inde. Donc aujourd'hui, déjà... Moi, si je ne me trompe pas, c'est très, très intéressant, c'est qu'à vers 2009 ou 2010, à l'époque, le Premier ministre était Wen Jiabao. Je me souviens, Wen Jiabao, avec le Premier ministre japonais, le Premier ministre coréen, avait déjà signé quelque chose comme une communauté de l'Asie de l'Est, tout comme une communauté européenne. Ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, à l'époque, c'est très nouveau. Hein, les gens n'ont pas fait beaucoup attention à ça. Mais c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire c'était une sorte de communauté qui est très consciente. Là, c'était une vraie conscience, très consciente de la Chine, du Japon, de la Corée et des pays qui sont autour de la Chine dans le sud-est de l'Asie. Eh bien, nous sommes une communauté. Nous allons agir ensemble, nous allons réfléchir sur notre avenir ensemble. Et aujourd'hui, avec la stratégie ceinture-route, eh bien, cette communauté, si on peut dire, eh bien, s'est élevé à un autre niveau, à une plus grande dimension, aller jusqu'à, comme dit le président Xi Jinping, à une communauté humaine, hein, du destin humain. Voilà. Mais en même temps, dans ce destin humain, l'Asie, concrètement, eh bien, ça concerne plus concrètement la partie ceinture et route. Voilà. Donc moi, je pense que la Chine va sûrement jouer un rôle très important aujourd'hui en tant que puissance mondiale économique, hein, et puis aussi par le fait que la Chine, par le confucianisme, par sa civilisation, disons, ancienne, qui est très très développée, a toujours fasciné, a joué un rôle important avec ses rayonnements. Hein. Mais en même temps, la Chine est toujours aussi, à cause de différentes raisons, et aussi même pour des causes géographiques, hein, l'influence chinoise à l'ouest, par exemple, s'est toujours arrêtée, disons, à cause de plateaux tibétains, etc. Hein. Donc à un moment, ça ne va pas très très loin. Ça va plutôt vers l'est. Mais aujourd'hui, ce genre de, disons, d'obstacles géographiques sont moindres ou sont moins importants. Hein. Donc il y a une influence plus grande qui est possible. Donc là évidemment, pour d'autres pays qui ils vont d'abord considérer ça, est-ce qu'on va accepter ceci ou pas accepter cela? Est-ce que ce sera une menace ou c'est un bienfait? Vous voyez, les gens vont hésiter. Est-ce qu'on prend juste, si on peut dire, le côté du développement économique, ou on apprend aussi quelque chose du côté chinois parce qu'il y a quelque chose, disons, de bien dans cette civilisation? Vous voyez? Donc là c'est très nuancé. C'est-à-dire, il faut toujours savoir que route de la soie ou ceinture et route, ce n'est pas une colonisation. C'est vraiment une idée de développement ensemble. Donc c'est là que, encore une fois, ce genre de conférence devient hyper nécessaire parce que ça aidera à chacun à mieux voir les choses, à mieux se rendre compte de sa place, y compris la Chine. Parce que même nous, je crois qu'on avance aussi en tâtonnant. Hein. On ne sait pas. Nous, je veux dire, moi, je peux me prétendre être un intellectuel, mais moi, je connais très peu l'Asie en tant qu'un Chinois. Oui. Donc moi, j'ai hâte effectivement de savoir comment ce genre de conférence peut nous apporter. De toute façon, c'est une initiative très importante et je pense qu'il y aura d'autres initiatives comme cela dans l'avenir. Je vous remercie, professeur Dong Qiang, merci de vos éclaircissements. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.